Les frères Dardenne et Nicolas Mazzanti. Nicolas Mazzanti et Eric de Cuyper vient de terminer la leçon sur Jacques Ledoux, grande personnalité de l'histoire des cinémathèques, et grâce à la voix de Eric de Cuyper et de Nicolas Mazzanti, on a retrouvé toute l'importance de cette personnalité. La Cinémathèque royale de Belgique, c'est un endroit spécial. Pas seulement parce que c'était la première cinémathèque à se poser des grandes questions qui restent, des grandes questions quotidiennes dans les archives d'aujourd'hui, mais parce que quand vous entrez à la Cinémathèque royale de Belgique, il y a tout est différent. C'est un endroit dans lequel il y a vraiment un regard d'auteur, et tout, même les détails sont différents. Immédiatement, on comprend que c'est une institution qui sait très bien gérer les choses, mais en même temps, c'est une institution qui a très peu d'argent. Et aujourd'hui, on est habitué au contraire, c'est-à-dire, même si tu n'as pas d'argent, tu dois faire semblant d'en avoir beaucoup. La Cinémathèque royale de Belgique se base sur le système opposé. On est fier de ne pas avoir d'argent. Et on veut l'utiliser très bien. On n'est pas content. Pas content, mais fier. Très important. Alors je pense que les relations entre les frères Dardenne et la Cinémathèque royale de Belgique, c'est de vraies relations profondes parce qu'on retrouve le même regard humain dans le film de Dardenne. Et donc, je pense que ce n'est pas par hasard qu'il y a une relation importante. Hier, les frères Dardenne ont reçu de la FIAF pour ces relations, pour l'attention qu'ils ont vers le patrimoine, vers le travail de la Cinémathèque royale de Belgique. Ils ont reçu le prix FIAF, qui est décerné chaque année à personnalité du cinéma, son attention vers le patrimoine. Donc, vous avez de la chance. Vous avez 2 maîtres de l'histoire du cinéma et vous avez une grande personnalité comme Nicolas Mazzanti qui va conduire les danses. Il faut se débrouiller maintenant. Bon, alors déjà, prémisse, on parle français. Enfin, moi je ne parle pas vrai français, Si. Français d'immigrés, non? Enfin, Sì, lo meglio. oui. Et liégeois. Grazie. A Liege parlo italiano anche. Si, a Liège, il y a beaucoup d'Italiens. Si. Alors, hier, on a donné le prix à Jean-Pierre Luc et le prix de la FIAF. Dans les discours, ils ont dit une chose que je trouve... je vais la lire, parce que je ne sais pas combien de vous étaient là hier soir, hier après-midi, parce que selon moi, une des plus belles définitions que j'ai en tête de notre métier, enfin de notre travail, du travail des réalisateurs et beaucoup plus tard des cinémathèques. Il dit... Qu'est-ce que c'est donner une nouvelle vie au cinéma du passé? C'est permettre qu'un film du passé soit à nouveau présent sur les écrans d'aujourd'hui. Donc il y a cette idée de distance. Et qu'est-ce que c'est être présent pour un film? C'est transmettre au spectateur l'intense et fragile vibration de vie qui impressionna la pellicule à l'instant de la prise de vue et qui impressionna les spectateurs à l'instant de la projection. C'est-à-dire, moi je vois, c'est magnifique, cette idée de transférer un sentiment et en même temps une fragilité. Et je pars de là, je pars de la fin, je voudrais partir
de ces rapports que vous avez, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à travailler sur la restauration d'un film, parce que c'est la première fois, sauf erreur de ma part, que vous, par l'édition de DVD, etc., que vous travaillez vraiment sur la restauration de films. Il faut savoir qu'on est en train de restaurer, de produire des copies numériques et de restaurer dans certains cas tous les films de frères Dardenne, tous les films qui n'ont pas un support numérique de qualité. Donc, jusqu'à Le silence de Gornat, sauf erreur de ma part. Dans tous les premiers films, y inclut les documentaires. Je fais un peu de pub, hein, parce qu'il faut les montrer, ces films. On n'a pas travaillé comme des fous pour rien, donc montrez. Bon, et donc, comment s'est passé, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à restaurer un film? C'est un peu différent de ce que nous avons dit hier soir. Je dirais que quand on restaure, quand on participe à la restauration de son propre film, c'est là que c'est très différent. Nous, on en a parlé pendant la restauration, mon frère et moi, on en parlait après le soir, et c'est une drôle d'impression, parce que c'est étrange. C'est votre film, et c'est plus votre film. Et pourtant, on vous demande à nouveau votre avis sur, avec Marianne, avec qui nous travaillons, sur la lumière de chaque plan. Et c'est étrange parce qu'on a affaire à une matière qui vous revient de loin, 20 ans, et vous êtes au présent devant elle, et vous ne savez, bon, qu'est-ce qui doit vous guider dans vos choix? Alors, nous, ce qu'on a dit, comme on avait fait le film avec des moyens qui étaient des moyens qui n'étaient pas extraordinaires au niveau financier, on avait tourné très vite, et il y avait des chocs entre les plans. Des chocs de lumière, pour la plupart. Et on a dit, ben, il faut essayer de garder ça. Essayer de, sauf une fois, hein, sauf un plan où on a, parce que là c'était quand même trop fort. Mais, et on aurait pu l'étalonner d'ailleurs à l'époque aussi, on n'avait pas fait. Et à l'époque, je veux dire, au moment de la pellicule. Et on a essayé de garder, mais avec nos souvenirs, parce que les copies qu'on avait conservées de ce film, en fait, il n'y en avait qu'une, qui était plus ou moins celle qu'on voulait. C'est celle qu'on avait faite pour Cannes, pour la quinzaine des réalisateurs, parce que quand on a fait toutes nos copies après le Festival de Cannes, le laboratoire Notaire a déchiré le négatif sur un long moment quand même. Hein, c'est plus 4, 5 ou 6 plans. Hein. Ouais. Et donc, on n'a jamais plus les copies qu'on voulait finalement. On a dû accepter de faire des copies à partir d'un contre-type, je crois, pour cette partie-là. Et donc pour nous, c'était, voilà, on s'est dit, bon, de quoi est-ce qu'on, quelle est la base de cette restauration? Et finalement, bon, comme a dit Jean-Pierre hier soir, on a vécu un peu le tournage, on a revécu le tournage. On disait, oui, on a essayé de faire ça, voilà, il y avait quelque chose d'un peu sauvage, on a essayé, on n'y est pas arrivé, c'est imparfait, mais c'est bien comme ça. Voilà, oh, oui, c'est ça. On a revécu, on disait, oui, mais... Et le directeur photo qui était avec nous se souvenait aussi de ça. Il disait, oui, là, j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait. Donc, on s'est rendu compte de l'imperfection à laquelle nous étions arrivés, et de dire que cette imperfection, c'était ça qu'il fallait retrouver. Voilà. Et qu'il ne fallait pas, avec le numérique, essayer de refaire un film entre guillemets, techniquement plus parfait, techniquement plus contrôlé, plus unifié par la lumière. Parce que vraiment, il y a des chocs de lumière, pour ceux qui ont vu le film hier. Voilà. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins à ma question? On continue, on a une discussion ici, walking in progress. Oui, oui, parce que ça a continué, donc il y a plusieurs films, et je me souviens qu'on avait commencé ces projets avec, la première chose qu'on a fait est un discours sur les graines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été voir les personnages. Si. Et oui. Oui, non. On a fait donc un texte avec
pour gérer la grain, comprendre quel grain on voulait sur la promesse. Donc on avait fait plusieurs essais de big grain, non grain, touchez pas les grains, etc. Donc on a fait plusieurs tests. Naturellement, on les a regardés ensemble. Oui, mais c'est pour continuer ce que Luc disait. C'est qu'effectivement, c'est un film qui a été réalisé en Super 16. Le format, c'était 1,66. C'était pas 85, je crois. Non, C'était 1,66. Il y a eu une seule copie qui était faite par contact pour le Festival de Cannes. Et puis après, quand il a fallu faire les copies pour la sortie du film, eh ben, on n'a jamais eu le film sur lequel nous avions travaillé, puisque on avait travaillé à l'étalonnage, et comme le laboratoire a détruit 5 plans, toutes les copies qui ont été faites après ont été refaites avec contre-type. Et alors, il y a eu bon, c'est une petite anecdote, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire. Les gens du laboratoire étaient évidemment très très ennuyés. Et nous, on ne voulait pas non plus transformer quelqu'un du laboratoire en bouc émissaire de l'affaire. Bon, c'est bien malheureux, on avait bien compris que ce n'était pas volontaire. Mais et pour réparer l'affaire, le boss du laboratoire nous a regardé et nous a dit vous pourriez mettre des images au pays. Parce qu'en fait, c'est la scène où Jérémy et Asita sont dans la camionnette. Jérémy s'enfuit avec Asita dans la camionnette. Et il y a des plans sur l'un et sur l'autre. Il n'y a jamais de plan sur l'extérieur. Il n'y a pas de point de vue subjectif des gens qui sont dans la camionnette. Et alors le directeur du laboratoire nous dit, bon, peut-être une solution, ce serait de mettre des plans de paysage. Des plans de paysage, et il y a la voix off. Et il y a la voix off des interlocuteurs. Et puis après, avant qu'ils sortent de la camionnette, on récupère les deux visages et c'est bon. Non? Et alors il nous voit quand même un peu dubitatif, mon frère et moi. Et La Promesse, c'est le premier film que nous faisons où notre cinéma sort un peu est vu au niveau international. Donc, on était en même temps content, mais en même temps très fragile, c'était la première fois. Et alors là, il nous regarde, et alors il nous balance un argument d'autorité en nous disant ce qui n'était pas faux. Beaucoup de grands films américains sont comme ça. Avec des plans de paysage et des voix off. Et oui, c'est vrai. Mais on a dit, nous, malheureusement, on ne peut pas, c'est pas ça que nous on a voulu faire. Donc la solution, c'était le contre-type. Et c'est vrai qu'il y avait du grain, c'est vrai que c'est ce qu'on voulait, et c'est vrai aussi qu'on avait... Enfin, oui, c'est ce qu'on voulait parce qu'on avait décidé de tourner en Super 16, on n'aurait pas pu tourner en 35 mm, parce que si on avait tourné en 35 mm, comme quoi les supports, la technique et tout ça, c'est important, mais c'est secondaire en même temps. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire. Et les supports, ça suivra toujours. Et alors, nous, on a dit, écoutez, les amis, parce qu'on est en même temps producteurs, on a dit, nous, on préfère tourner en Super 16 et avoir une semaine de tournage en plus. Parce que l'argent qu'on a pour faire le film, on n'a pas beaucoup, mais on veut le mettre dans le temps de fabrication du film. Et après, il y aura du grain, tout ça, ça fera partie de la vie du film. C'est pour ça qu'on tenait à conserver ce grain dans le film, et que, comme disait Luc, finalement, nos seuls points de repère pendant tout ce travail de restauration, où on est devenu un peu les témoins d'une enquête, et on n'était plus les criminels et les enquêteurs, on était simplement les témoins, et que le cadavre, c'était le négatif qui devait parler, pour lui donner des indications, et nous, on était là comme témoins, et finalement, ce sont comme quand on trouve un cadavre, ce qui permet d'identifier le cadavre, ce sont les particularités, c'est-à-dire les défauts. Si tu as une cicatrice là, si tu as un gros truc ici, si tu te manques un bras, et c'est tout ce qui manque, c'est tous ces trucs de notre film finalement, qui nous ont été notre guide pour le travail, et que Marianne a fait en fait. Nous, on était là sur le côté, et elle nous demandait notre avis qu'on donnait, mais la pilote, c'était pas nous, c'était Marianne. Et nous, on était là pour voir si le bras qui manquait au film, il allait encore être là dans la restauration. Parce qu'un bras qui manque à un film, c'est très important. Ouais. On n'a pas embaumé, on a bien vous pouvez rester encore une semaine, parce que vous continuez à produire la meilleure définition de tout. Par exemple, l'histoire du cadavre est la meilleure définition du travail d'une cinémathèque.
Et pour identifier la version et le truc, on se base sur les défauts dans la copie. Donc déjà, il faut, si vous restez une semaine, vous avez résolu tous les problèmes de Cinémathèque. Bah, comme tu disais, it's not a job, it's a mission. Oui. Enfin. Tu veux ajouter? Non. Non. Et donc, à propos de technique, parce que naturellement, oui, comme tu disais, c'est. Bon, vous avez tourné beaucoup en 16, qui donne beaucoup de mal de tête à son restaurateur, parce qu'un beau 35, c'est quand même plus facile. Mais, et donc, tu disais, la technique suit. Alors, parmi nous, dans la Cinémathèque et dans ce jour, on parle beaucoup naturellement de numérique, les passages numériques. Et j'étais curieux, si vous voulez, soit dans les nouveaux films ou même dans les. Ou sinon, commençons par la restauration. C'est-à-dire, ici, on a évidemment fait des DCP. Et donc, commençons par là. C'est différent, c'est un problème. C'est quelque chose qui change profondément dans les films ou pas, je ne sais pas. Et puis comme ça, vous préparez entre-temps, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes passé au numérique pour la production. Justement, peut-être je devrais dire d'abord, on a refusé très longtemps le numérique pour le tournage. On a, depuis 3 films, on a essayé, avant de tourner, toutes les caméras numériques qui existaient, et la 16 et la 35 mm. Jusqu'à les 3 derniers films. Non, le dernier film pas, on est passé au numérique. On a tout de suite tourné au numérique, mais pour les autres, on a essayé. Comparer. On a fait des comparaisons. Et je dirais, au niveau des caméras, qu'on a accepté le numérique quand la caméra Alexa a trouvé des nouveaux capteurs, où on a eu l'impression, je dis bien l'impression parce que techniquement c'est faux, scientifiquement c'est faux, mais on a eu l'impression de retrouver un certain hasard dans la prise de vue, dans l'instant où la lumière entre en contact avec la pellicule. Le même hasard. On a senti une image moins lisse, moins morte, moins fixe, moins déterminée. Et on s'est dit, bah, on va tourner en numérique. Sinon, avant, on a toujours préféré la vie de l'image de 35 mm, de l'image argentique, de l'image chimique. On a toujours préféré cette image-là. Alors ici, pour la restauration, c'est vrai que c'est... Bon, mais ça c'est Marianne aussi qui a fait ça. C'est-à-dire, on a gardé le grain. Mais ce qui est étrange, c'est que parfois on a plus de grain. Quand, avec le contraste, quand on joue avec le contraste, la densité ou la luminosité, la clarté, on obtient parfois plus de contraste. Donc il faut qu'on fasse attention que on trouve plus de grain, pardon, que le fait d'avoir du grain ne donne un effet. Donc, parce que la technique permet de faire tous les effets, comme vous le savez, aujourd'hui. Donc là, on a essayé d'être un peu imparfait, si vous voulez, mais pas trop, pour que cette imperfection n'apparaisse pas comme un effet voulu de la part des réalisateurs. Voilà. Et bon, mais le numérique aujourd'hui, je trouve que l'image numérique, enfin, nous on pense que là, on peut il nous semble qu'elle est devenue quand même plus vivante qu'il y a 5 ans. Mais il y avait aussi ou 6 ans. Quelque chose qui nous faisait un peu hésiter, c'est ce que je dis d'abord. Il y a aussi ensuite que sur nos tournages, comme on tourne des plans séquences, quand on tournait en 16 mm, on avait une autonomie de 10 minutes. Quand on a tourné en 35, on avait une autonomie de 5 minutes. Quand on a tourné avec la petite caméra de Boviala pour faire le fils, c'est une caméra Super 16, mais on avait la minima, on avait des autonomies de 5 minutes. Et comme on tourne des plans qui sont relativement longs, qu'on coupe ou pas en montage, enfin quand on tourne c'est comme ça, il y avait sur le plateau, avec ce temps donné par la pellicule, quelque chose, il n'y a rien à faire, même si on savait
que normalement on pouvait tourner, surtout pour les 10 minutes, mais pour les 5 c'était plus compliqué, pour la minima aussi, on savait qu'on pouvait tourner. Et parfois c'était tout juste. Mais donc ça mettait pour tout le monde une tension, une pression qui était bénéfique pour le tournage. Et ça n'a jamais été déterminant dans notre choix, mais ça a toujours traîné dans nos têtes que quand on avait passé au numérique, ou si on veut la durée, bon, normalement on en a pour une bonne heure, je crois, hein, plus ou moins, non? On en a pour une bonne heure, c'est une tension qu'on allait peut-être perdre. Et ça, c'est quelque chose qui au début, nous a un peu perturbés. On était rassurés quand quelqu'un, une fois, a oublié de changer le truc dans la caméra. Alors on a dû recommencer. Donc c'était bien. Non, parce que c'est bien d'avoir... c'est bien enfin, nous, on aime bien travailler dans des contraintes, et cette contrainte de temps était très importante pour nous. Et on a eu peur de perdre une contrainte. Bon, on l'a retrouvée autrement, mais au départ, c'est une crainte qu'on avait. Bien. À propos du premier film, en parlant de la promesse, bon, naturellement, n'est pas le premier film, au contraire, il y en a beaucoup avant. Et moi, je voulais poser une question, comment dirais-je, reprendre du début. Et vous venez de Liège, peut-être encore plus précis de Seringue. Vous arrivez à la promesse à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, il y a 20 ans, en bouleversant la quinzaine avec un film qui ne ressemble absolument à rien, et qu'on avait vu avant. Et en effet, vous continuez à le faire. Alors ma question est à la base, d'où vient votre cinéma? Il vient du cinéma, il vient d'autres films, d'où vient? À la base, la promesse. Si on dit que notre cinéma, c'est la promesse, qu'on commence à faire les films que nous, on sent être nos films, eh bien, ça vient d'un échec. Et ça vient d'une opposition à ce qu'on a fait le film avant. En 2 mots, en 1990-91, on a tourné un film qui s'appelle Je pense à vous. On avait traduit ça par You Are on My Mind. Et ce film, budget important pour l'époque, je dirais ça fait 2 millions d'euros aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup. Avec des acteurs assez connus, Robin Renucci, Fabienne Bach, qui était quelqu'un qui tournait beaucoup à l'époque, et puis un acteur russe dont j'oublie le nom, Moi aussi. mais qui était connu à l'époque aussi, et avec un producteur français qui était quelqu'un de sympathique. Et si vous voulez, on nous dit attention, là, c'est sérieux. Parce qu'il y a de l'argent, il y a des acteurs, etc. Et en faisant ce film, je dirais en 2 mots que la technique a pris le dessus. Et nous nous sommes laissés faire, je n'accuse personne. Nous nous sommes laissés faire et nous ne savions plus où mettre la caméra, tout simplement. On aurait pu la mettre là ou là, on disait oui, mettons-la là. Donc ça veut dire qu'on ne savait plus ce qu'on faisait, on ne savait plus ce qu'on écrivait, ce qu'on cadrait, pourquoi on cadrait, même si on ne le sait pas toujours, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. Donc en gros, il ne se passait rien, on allait là tous les matins à l'usine et on allait faire nos 8 heures ou 10 heures et on rentrait chez nous. Alors le film a été un échec, à tout point de vue, pour nous, pour la critique et pour le public. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas obligatoire de faire des films. On aimait cela, mais c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de poursuivre si on voit que ça va pas. Et on a dit, bon, on va faire notre film comme on le sent. Et comme on voudrait le faire et comme on n'a pas fait. Donc, on a supprimé beaucoup de choses de la technique. Tout le matériel de machinerie, travelling, etc. Grue, etc. Comme ça, on a dit non. Caméra à l'épaule.
Ça ne veut pas dire qu'on va bouger comme dans un film de reportage. À l'épaule, pas pour faire documentaire, reportage, c'est pas ça, mais à l'épaule, le corps humain comme machinerie de base, fondamentale. Travailler pas avec des professionnels de la profession, comme disait Godard, c'est-à-dire avec des professionnels, des amis, mais qui veulent faire votre film, pas qui veulent faire leur lumière, leur son, leur cadre. Non, parce que souvent dans les films, on voit quand il n'y a pas une unité vraiment autour du projet, autour des réalisateurs et du film, on voit que la lumière parfois joue toute seule, si je puis dire, dans son coin. Et que nous, on a, par exemple, si un technicien nous avait dit ça, comme on dit, je ne signe pas ce travail, nous on lui dit au revoir, on ne travaille pas avec toi. Et par exemple, le point de la promesse, le focus, c'est la première fois qu'on travaillait avec le follow focus. Le garçon qui a fait le point, c'était son deuxième film, je crois, hein, mais il visait une carrière de directeur photo, ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il a fait le point sur la promesse. Nous, parfois, quand on tournait, tant que le fait de perdre le point n'apparaissait pas comme un effet, on s'en foutait. On disait, c'est bon, on arrête, on continue, on fait un autre plan. Et lui, il a dit, ben, moi, je vais peut-être pas être d'accord de mettre mon nom générique. Alors on a dit, mais tu ne mettras pas ton nom. Nous, on s'en fout. C'est toi qui ne mets pas ton nom, tu ne mets pas ton nom. Et si tu n'as pas envie de travailler avec nous maintenant, tu ne le fais plus. On prendra quelqu'un d'autre. Et il a trouvé une solution, un compromis. Il a dit, on mettra mon nom et en parenthèse, dans l'esprit des Dardennes. Et puis il a vu le film finir et il a dit, je mets mon nom. Bon, mais donc ça on a dit, plus de machinerie, bon, la caméra à l'épaule, travailler avec des professionnels mais qui sont des amis et qu'on sent bien. Les acteurs, on a pris pour la promesse des acteurs qui n'avaient jamais joué, hein, à part Asita Ouedraogo qui avait tourné dans un film de Ouedraogo justement, au Burkina Faso, je ne sais plus lequel, j'oublie le titre. Voilà, bon, elle avait joué dedans. Plusieurs films, Idrissa. Dans deux, oui, mais elle avait déjà fait. Oui, un seul, d'autres qui ont fait tous les films d'Idrissa. Ah oui, Asita avait fait un film, mais je crois qu'elle fait la sœur, la jeune sœur dans un autre film, elle est avec la chèvre, là, elle a un petit rôle. Hein. Le choix. C'est le choix. Yandabou. Voilà. Donc on est allé au Burkina Faso, on l'a rencontré là-bas et on l'a engagé. Et alors, deux choses, c'est qu'on a dit on tourne dans la chronologie. Donc nous on tourne premier plan, premier jour. Et on avance comme ça. Et on garde les décors pour revenir éventuellement dedans si on a raté, si on considère qu'on a raté le plan, quand on voit les rushs. Donc on garde nos décors tout le long du tournage, tous les décors, et pour y revenir si le scénario le demande. Parce que si le plan, je sais pas moi, le plan 50 nous demande de revenir dans le lieu, le décor 1, on y revient. Donc on garde tout, et on garde le plafond technique souvent aussi s'il est important. Donc ça coûte un peu d'argent. C'est pour ça que nos films sont quand même chers, même si, comme disent les producteurs, ça ne se voit pas à l'écran. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, on aime beaucoup voir l'argent à l'écran. Et donc, voilà. Et ça, c'est vraiment une chose pour nous qui était importante. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de découpage, qu'on ne donne pas donc, les plans à l'équipe avant de tourner, et que nous répétons avant. Nous deux, avec notre caméra vidéo, on cherche les décors et on répète à l'intérieur. Tous les deux, les mouvements de caméra et les corps. Donc la chorégraphie, si vous voulez, entre la caméra et les corps. Jean-Pierre se tient à la caméra, je bouge, puis on s'arrête là, on continue, donc tu te mets là. On trouve plus ou moins les mouvements, et puis alors on répète avec les acteurs. 4-5 semaines. Dans les décors réels, évidemment, avec une caméra, et nous voyons, nos caméras vidéo, nous voyons ce que nous avons fait avec eux, et le jour du tournage, on répète encore, mais c'est difficile, parce qu'on dit aux acteurs, c'est pas parce qu'on a trouvé ça à la répétition qu'on va faire la même chose. On va peut-être faire autre chose. Donc on essaye d'être libre.
Mon frère dit, bon, c'est une sorte de décrassage, comme dans le football, si vous voulez. Dans l'entraînement, on s'entraîne. Mais c'est pas pour ça on va jouer cette phase-là comme on avait fait en répétition. On va peut-être trouver autre chose. Bon, il faut bien dire, et ça, bon, c'est comme ça, c'est les limites comment vais-je dire, on trouve quelque chose en répétition, et c'est comme si on pouvait trouver qu'une fois. En tous les cas, en ce qui nous concerne, un autre cinéaste trouverait autre chose, mais si vous faites un plan en répétition, que vous trouvez quelque chose qui fonctionne très bien, il faut vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau choc pour changer, quoi. Sinon, là, on a tendance quand même à retrouver ce qu'on a fait. Et parfois, le cadreur dit, ah, et si, ou l'acteur dit, mais si je bougeais dans l'autre sens, ah, et là, on dit, oui, c'est vrai, on pouvait faire, bon, mais voilà. Donc, en gros, voilà comment on a trouvé notre cinéma. Et alors, au niveau de la lumière, comme nous, on fait des plans à 360 degrés, il est impossible, la caméra, dans les plans séquences, on prend tous les axes, quasi, toujours. Donc, il n'est pas possible de mettre de la lumière au sol. Alors, le directeur photo a accepté ça, et il a trouvé des manières de faire. Donc, souvent, on a un éclairage plafond, mais il a aussi un éclairage, parfois, mobile au sol. Donc, les gens qui portent la lumière doivent partir. Bon, c'est tout un truc qu'on répète avant de faire le plan. Et dans la chose la plus belle, si je peux dire, qu'il ait fait en faisant un éclairage mobile, c'est quand on a tourné dans la caravane de Rosetta. Parce que là, il avait mis des gens sur le toit, on avait renforcé le toit de la caravane, et les gens avaient, les électros et le chef électro, ils avaient des perches avec la lumière qui se déplaçaient devant les fenêtres quand la fenêtre n'était pas dans le champ, et sans qu'on voit la lumière arriver, évidemment. Donc c'était compliqué, mais on a réussi à le faire, et à faire, donc, parce que dans la caravane, on fait vraiment 360 degrés, donc on prend une fenêtre, 2, 3, 5 fenêtres, non, 4 fenêtres, parce que l'autre était rouge, 4 fenêtres. Voilà. Voilà comment on a trouvé notre cinéma, mais toi tu voulais peut-être dire d'où vient votre désir de cinéma, de faire des films. D'où ça vient? Enfin, À l'âge de 2 ans déjà. et toi, tu te souviens parfaitement de la projection. C'est ça la réponse dans ces situations, toujours, te dire, ah, j'ai vu ce film à 2 ans. Oui, Et m'a changé la vie. 2 ans, 2 ans et demi. Oui, c'est ça. J'ai eu ma vie bouleversée. Et j'ai dit, je ferai toujours ça avec mon frère. Et je n'étais pas né. Et moi j'étais dans le ventre de ma Oui, mère. parce que tu n'es pas né. J'étais dans le ventre. C'est ça Mais ma mère était à côté de lui. De lui, là, je l'ai déjà vu. Voilà. Non, je dirais que c'est des histoires de rencontres. On a travaillé tous les deux avec un écrivain de théâtre qui était aussi un metteur en scène de ses propres pièces, français, qui s'appelle Armand Gatti. Et je pense que la rencontre avec cet homme a été la pierre angulaire sur laquelle à partir de laquelle nous avons construit un peu nos affaires à nous. C'est lui qui était notre père spirituel dans le théâtre. Il est venu avec une équipe vidéo à laquelle il nous a demandé de nous intéresser. Moi d'abord parce que je pense qu'il a vu que j'étais pas un bon comédien, il m'a dit intéressant un peu la vidéo. Il a bien fait. Et puis lui qui est venu, et il a dit ton frère, il écrit pas mal. Hein. Et alors il a désigné lui comme directeur du journal qu'on faisait, avec les habitants des villages où on travaillait. Et en fait, il nous a donné confiance en nous. On a eu confiance et on s'est dit, ce gars il avait 60 ans à l'époque, et qui a déjà fait beaucoup de spectacles, qui a fait des films, qui est reconnu internationalement, il nous fait confiance à nous qui avons 21 et 18 ans. Et je pense que c'était important d'avoir cet homme qui nous a donné confiance, qui nous a un peu bouleversés aussi, au sens de ce qu'on était, de ce qu'on pensait, et oui, qui nous a bouleversés en tant qu'être humain, et je pense que c'est ça qui nous a donné l'impulsion. Et d'ailleurs, nos premiers documentaires ressemblent farouchement un peu à ce que lui faisait quand il faisait ses documentaires. Et donc, à un moment donné, le truc, c'est quand vous avez un père spirituel, c'est toujours encombrant, mais c'est un peu de se battre avec lui. Comment on gère les pères spirituels? Parce qu'un père spirituel, c'est un peu envahissant, sinon c'est pas un père spirituel. Et donc, mais malgré tout, il est toujours là.
Quand on te dit non, prends la porte, il vient par la fenêtre. Mais bon, maintenant, tout ça, les rapports sont plus détendus. Il y a une belle histoire. Non, voilà, ça vient de là. Et puis une autre rencontre aussi qui est importante pour nous, c'est Johan van der Keuken, documentariste hollandais, et qui était venu à l'Assas, donc une école de cinéma en Belgique, qui était venu faire un séminaire, et le séminaire était ouvert à toutes les réalisatrices et réalisateurs belges de documentaires, ou même pas de documentaires, aussi de fiction, qui étaient intéressés à écouter parler Van der Keuken de son travail. Et je dirais que ça nous a influencé pour deux choses. La première chose, c'est que avec lui, on a compris, si je puis dire, que le cinéma c'était aussi de la matière, que c'était d'abord de la matière, que faire un film c'était travailler la matière. Oui, il y a des idées, mais c'est d'abord une matière. C'est comme la peinture, comme la sculpture, comme l'architecture. Enfin, le rythme d'un film, qui est la vie du film, ben c'est avec la matière que vous le faites. Et l'autre chose, c'est que maintenant, de temps en temps, on fait des séminaires aussi, enfin des séminaires ou des rencontres autour de nos films, et on s'est souvenu de comment Van der Keuken travaillait. Il prenait des extraits de ses films, et il expliquait comment il avait travaillé, comment il avait tourné, comment il montait. Et nous, on a appris beaucoup avec cette méthode qui nous apprenait en même temps. Et donc nous sommes aussi des héritiers, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, ou Gianluca. Le cinéma est aussi une histoire d'héritage, et que c'est bien quand les héritages peuvent passer de l'un à l'autre. Quand Van der Keuken nous racontait comment il faisait ses films, jamais il n'a pensé, et nous non plus, que nous, on allait hériter de cette manière de travailler. Et nous sommes très heureux d'être pour ça les héritiers de la manière de Van der Keuken. Et avant de parler de la Cinémathèque royale de Belgique, je rappellerai une histoire très drôle qu'on a vécue avec Gatti, Armand Gatti, donc le metteur en scène, parce qu'on a fait un film avec lui en Irlande du Nord, un long métrage, dont on était ses assistants. Et il nous a raconté, parce que la technique l'ennuyait, tout ça, il en avait marre, il était assez malheureux. Et il nous a raconté que quand il a fait son premier film, qui s'appelle L'Enclos, qui est un film sur un camp de concentration nazi, qui se passe dans un camp, il ignorait que quand, dans les caméras 35 mm, quand vous mettiez votre œil sur l'œilleton, il fallait appuyer très fort pour que les deux petites parois en acier s'écartent et que vous voyez dans l'œilleton. Si vous posez simplement votre œil, ces deux petites, j'oublie le nom technique, bon, ces deux petites lamelles de fer ne s'écartent pas. Donc vous voyez rien, c'est tout noir. Mais lui, il ne savait pas. Donc il mettait sa tête, quand le directeur photo disait « Ça va le plan, on fait ça ?» Et il dit qu'il a fait tout le film comme ça, que c'est le plus beau film qu'il ait fait. Mais en fait, il a fait 3 jours comme ça. La vérité, il a fait 3 jours comme ça. Oui, 3 jours. Mais il était formidable pour ça, c'est bien. Et il a dit la technique, on l'emmerde. On disait oui, mais quand même, il faut. Parce qu'il nous disait tu fais le son. Moi, il m'a dit ça, tu fais le son. Je fais le son, comment je veux bien, mais la perche, il faut. C'est quand même un métier. Bon, il ne faut pas mépriser le métier non plus, parce que. Mais lui, il disait tu es capable de le faire, c'est ça qu'il voulait dire. Quoi. Essaye de le faire, essaye de te former, de respecter donc ce métier, mais d'être meilleur que celui qui a déjà 10 ans, ce qui est difficile à faire, évidemment. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Et alors, il y avait un autre, c'est une anecdote. Bon, on était au début du travail avec lui, les premières années où on travaillait avec lui, et je ne sais plus à propos de quel film, il commence à se déchaîner contre un film, en expliquant pourquoi c'était pas bon, etc., etc. Et sa compagne lui dit, mais enfin, Dan, pourquoi tu dis ça, t'as pas vu le film? Et alors, il a eu cette réponse formidable, il dit, ah, tu veux dire par là que parce que j'avais pas d'argent pour payer ma place, je ne peux pas avoir d'avis. Donc il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui peuvent avoir un avis. Bon. Et alors, dans notre formation, il faut parler, pas parce que nous sommes ici, mais de la Cinémathèque, qui a joué aussi un rôle, même s'il y avait aussi le VHS à l'époque. Hein. Mais moi, j'ai découvert d'abord Ledoux, pour que tu parlais de Ledoux, je l'ai rencontré une fois. C'est précisément quand j'ai été porter la copie
du film que nous avions fait avec Gatti en Irlande du Nord. C'était en 81. Nous étions tous des noms d'armes. C'était le titre du film. C'était sur la guerre civile avec l'Irak. Et il aimait beaucoup Gatti parce qu'il avait rencontré à Cuba, quand Gatti tournait là-bas, à notre orchestre. Et c'est là qu'ils étaient devenus amis à Cuba. Et comme Gatti était proche de René, ils se voyaient de temps en temps. Mais à la Cinémathèque, je dirais que moi, j'ai découvert le cinéma. La télévision, nous la regardions très peu. Il n'y avait pas de télévision dans la maison de nos parents. Ils étaient contre la télévision, ils voulaient qu'on étudie et qu'on ne regarde pas la télévision. Et alors, on n'a jamais eu de télévision, sauf quand nous sommes partis, là, maintenant, et mon père, enfin notre père, il a 92 ans, et la moitié de son temps, il passe devant la télévision et l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur. Il aime les écrans. Et, donc, pas de télévision, sauf chez le voisin, et on a vu des choses quand même chez notre voisin. Et alors aussi, à l'école, au lycée, nous avions un ciné-club. Alors là, Je me demande d'ailleurs si les copies 16 mm de l'école, vous n'aviez pas... C'était le circuit Libération et Cinémathèque. Ouais. C'était la décentralisation. Et là, on a vu, avec deux professeurs, qui étaient vraiment éclairés, on a vu les Bresson, Godard, Truffaut, Bertolucci, prima della Rivoluzione. Je pense... Le voleur de bicyclette. Le voleur de bicyclette. Et puis, j'allais dire Rossellini, mais non, hein, ça je crois pas. Là, on l'a vu après à la Cinémathèque. Voilà. Mais donc, ça, on avait vraiment une formation avec discussion à propos des films, après, avec le professeur de français. La semaine qui suivait la projection, on avait une discussion et lui évidemment, il aimait le cinéma, il connaissait l'histoire du cinéma, donc il nous expliquait. On a vu aussi l'espoir de Malraux, parce qu'il était fou de Malraux, il aimait beaucoup Malraux. Et puis des films politiques aussi. Le film anglais, If. Anderson. Ouais. Anderson, Le prix d'un homme aussi. Non, on a vu beaucoup de films à l'école, entre 15 et 18 ans. Et puis à la Cinémathèque, pour faire bref, j'ai découvert le cinéma japonais, Mizoguchi, ça c'était une révélation. Et Rossellini, particulièrement Germania Anno Zero, et Murnau, dans le cinéma muet, que je n'avais jamais vu. Donc j'ai vu ça en 86, 87. Tous les films de Murnau. Et ça, la découverte du cinéma muet, ça a été vraiment une révélation. Révélation tardive, si je puis dire, puisque j'avais déjà 29 ans, 30 ans. Mais j'y étais pendant un an et demi, j'y étais quasi tous les jours voir les films à la Cinémathèque, qui, comme l'a rappelé Nicolas, a 70 000 titres ou 78 000 titres, mais à l'époque peut-être 70. Oui, c'est 60. 60, ouais. Voilà. Donc, et puis alors, bon, comme on est deux, vous voyez, bon, ça c'est un peu notre histoire, on est deux, on voit un film ensemble, parce que l'ancienne conservatrice de la Cinémathèque, Gabrielle Classe, nous avait permis aussi d'aller voir certains films, quand on préparait notre film. Et quand on voit un film à deux, nous on voit toujours nos films quasi à deux, sauf les films de la semaine qu'on va voir, ça, Jean-Pierre est à Liège et moi à Bruxelles, donc on ne les voit pas ensemble. Mais quand on est dans le boulot, qu'on dit tiens on va aller à la Cinémathèque voir tel film, ben, on en parle. C'est notre manière de voir le film, c'est on est sorti, ben on parle. On est sorti de la salle, on parle du film, voilà. Et ça, c'est particulier évidemment comme apprentissage du cinéma, de l'histoire du cinéma. Tout à poste. Bien. Senti, Jean-Pierre, question, parce qu'on a presque, on va arriver à la fin.
qui est terrible parce que les conversations avec vous sont toujours intéressantes et surtout amusantes. Bon, je ne veux pas faire de la... Enfin, une des premières fois que j'étais dans une salle à voir des films avec, en effet avec Luc, c'était, on avait montré la version restaurée de Scarface. On s'est retrouvés dans les premières rangées comme ça et je me sentais à l'école, au ciné-club, parce qu'on s'est amusé comme des fous, on riait tout le temps. Et donc, et on les voit, on se rencontre souvent dans les salles, de voir les films qu'ils montrent, aussi le cinéma contemporain et les nouveautés. Mais je voulais alors je voulais poser une question, deux choses. C'est-à-dire, ici au Congrès, on a parlé de réouvrir les salles du cinéma dans les centres. Bon, il y a ces projets à Bruxelles depuis un petit temps de réouvrir oui, de réouvrir Pathé Palace. Et puis surtout, vous êtes aussi des producteurs, des coproducteurs. Et ils ont produit quelques petits films de noms pas connus comme Costa Gavras, Ken Loach, Munju, Audiard, et puis je suis en train d'oublier Jaco, Eugène Green. Oui, donc plein donc c'est aussi le nouveau cinéma que vous coproduisez. Alors je vais vous poser une question, si vous voulez, sur soit avec les salles, donc qu'est-ce qui se passe avec les salles, est-ce qu'il faut vraiment réouvrir aujourd'hui des salles pour le cinéma de qualité, d'auteur, etc., ou bien, et du point de vue de la production, où est-ce qu'on va en Europe Par rapport aux salles, moi je pense que si on compare, je ne veux pas non plus jouer l'homme nostalgique qui dit c'était tellement mieux avant, c'était formidable, ce qui est faux. C'est faux, évidemment. C'était pas mieux. C'était différent. Aujourd'hui, ce que moi, je me réjouis que par exemple, dans la partie francophone du pays, on ouvre pas mal de salles, enfin, avec l'aide du ministère de la communauté française, disons de la culture francophone belge, il y a des salles qui s'ouvrent pour le cinéma art house, qui n'existait pas avant, ou qui existait très peu, c'était très fragile. Ça l'est moins maintenant. Par exemple, une ville comme Liège, qui est une ville de 200 000 habitants, si on prend que l'agglomération, ça fait 400 000, il y a 8 écrans à art et essai. C'est pas mal. C'est pas mal. Et les gens viennent voir. Et ça, c'est formidable. Mais ce qui est surtout formidable, je trouve, c'est que si je reste dans Machita de Liège, c'est qu'ils font tout un travail que nous, on appelle l'éducation permanente. C'est-à-dire qu'ils essaient d'ouvrir le cinéma qu'ils projettent dans leur salle à d'autres catégories sociales que celles qui vont d'ordinaire voir ce genre de film, parce qu'ils ont l'éducation chez eux pour aller voir ce genre de film. Ou ils vont dans des écoles où on les incite encore à aller voir ce genre de film. Parce que pour moi, la grosse question est de cet ordre-là. C'est bien d'avoir les films, mais il faut que le cinéma soit aussi, ces salles de cinéma sont aussi l'occasion de brasser des gens de milieux, de cultures différentes, parce que sinon, ça va devenir, malgré nous, un nouvel outil, une nouvelle frontière. Et ça, c'est dommage, parce que le but du cinéma, même si les films peuvent diviser, et c'est ça qui est bien, c'est que des films peuvent diviser, c'est qu'à l'intérieur des salles, on ne se retrouve pas tous les mêmes, comme quand vous allez dans certains quartiers, dans un certain nombre de villes, dans le monde entier, vous avez l'impression que vous ne bougez pas de place, on est toujours entre soi. Et ça, c'est pour ça que le populisme, il monte. Hein. C'est parce qu'on reste entre soi. Hein. Et que ces salles de cinéma peuvent être des outils pour moi, bon, évidemment, montrer les films d'aujourd'hui, mais aussi des endroits où on peut aller résister à cet entre-soi et aller contre. Et ça, c'est le rôle des exploitants, qui n'est plus seulement de montrer des films. Voilà. On sait tous le danger vers lequel nous allons avec la numérisation. Voilà, sur la disparition des salles. C'est sûr qu'il y a un scénario catastrophe.
Voilà, où les salles seront ouvertes juste pour faire les événements d'ouverture, et puis après les films passeront par les satellites, sur des petits écrans de la maison, ou bien quand vous êtes dans le train ou dans l'avion. Bon, ça c'est une version, mais c'est vrai qu'il faut résister à cela, et je pense aussi que c'est ce qu'on va faire à Bruxelles avec les 4 nouvelles salles, qu'on va bientôt ouvrir, avec d'autres producteurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec les écoles. Pas, si vous voulez contacter les familles, les enfants de familles et de milieux sociaux différents, il faut passer par l'école. Parce qu'à l'école, l'instruction est obligatoire. Elle l'est encore, j'espère qu'elle le restera. Et donc, tous les enfants doivent aller à l'école. Et le travail qu'ils font à Liège, aussi à Namur, à Mons, et qu'on va faire à Bruxelles, et que la Cinémathèque fait par ailleurs aussi, parce que tout le service éducatif de la Cinémathèque est un exemple, c'est d'inviter les professeurs. Ils viennent voir le film, professeurs de morale, professeurs d'histoire, professeurs de français, professeurs de religion, bon, tous les gens qui peuvent être concernés dans leur cours par ce qu'on appelle la culture, le cinéma. Eh bien, ils viennent voir le film. Si le film leur convient, c'est-à-dire c'est pas qu'ils aiment le film ou pas, mais souvent ils l'aiment, mais c'est que ça puisse convenir pour les cours qu'ils donnent, à ce moment-là, il y a un travail qui est fait à partir de dossiers écrits sur le film, avec leur classe, et après ils viennent voir le film, et au lieu de payer, je sais pas, 7 €, ils payent 2 € par élève. Voilà. Et il y a 2 associations, une flamande et une francophone, qui gèrent tout ce travail-là. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que la découverte du cinéma se faisait jeune auparavant. Eh bien, elle doit maintenant, par ce biais-là, aussi se faire vis-à-vis d'un public qui a, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, dès qu'ils entrent à l'école. Et je remarque aussi, par exemple, je suis allé, je ne sais plus dans quelle cinémathèque, je crois que c'était à Paris, parce qu'ils ont les activités, comment vais-je dire, le mercredi après-midi ou jeudi après-midi, il y a jour de congé, ben, puisque les parents travaillent, donc les enfants sont pris en charge par des associations qui s'occupent d'eux, si je puis dire, jusqu'à 18h. Eh bien, avec ces associations qui ne sont plus les écoles, mais qui concernent tous les enfants, eh bien, là aussi, j'ai remarqué qu'ils faisaient des projections de films, donc de tout patrimoine. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et moi, je vois bien quand je parle avec des gens, des étudiants à l'université, avec Nicolas, quand vous avez un étudiant ou une étudiante qui a vu des films, des classiques à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est pas la même chose que celui qui les a pas vus. Il y a tout un travail, il y a un amour, il est là. Il y a un amour du cinéma qui est là. Un désir de voir un film dans une grande salle, obscure, avec une projection sur un grand écran. Le désir est là. Sinon, le désir de voir le film est là, sur un petit écran, sur le téléphone, mais il n'est pas de le voir dans une salle. Et c'est ça, le désir qu'on doit transmettre. Et comme auparavant, ça allait de soi qu'on allait voir un film dans une grande salle, obscure. Projeté, un film projeté. Aujourd'hui, ça ne va plus de soi. Donc c'est notre travail, à nous de le faire, et évidemment aussi à toutes les cinémathèques. Faire le cinéma, montrer le cinéma, produire le cinéma, faire